Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vois que majoritairement, l'auditoire est composé des postulants en formation HMONP. Donc, on en a un peu parlé. C'est une formation post-diplôme, qui est une formation professionnalisante et qui se déroule donc sur 5 semaines de janvier au mois de juin, et avec des semaines donc thématiques. Cette semaine-là, nous avons abordé ce qu'on appelle le cadre de la commande, c'est-à-dire dans quel cadre les futurs praticiens vont pouvoir évoluer. On a travaillé cet après-midi donc, avec Olivier Frérot, que je salue, donc, sur les questions de l'éthique et l'architecture. Voilà. Qu'est-ce qui peut nous permettre de dire non, de refuser? Qu'est-ce qui peut nous permettre de faire des choix, de s'embarquer dans des chemins, même de traverse, quoi, pour voir quelle architecture on peut produire et puis quels architectes on est, comment on se positionne quoi, dans ce monde. Et il me semblait intéressant en conférence, donc une conférence dédiée à cette formation, mais ouverte bien sûr à tous ceux et toutes celles qui sont intéressés par l'acte de construire des ouvertures possibles sur peut-être d'autres façons de fabriquer des architectures, en intégrant entre autres tu en parleras, hein, la participation habitante, en ouvrant des pistes de travail sur les coopératives aussi. Et avec l'agence ATBA, donc en fait, on a fait connaissance à Grenoble, où j'enseignais l'année dernière, sur des cours, des séminaires qui étaient plutôt dédiés à la question de la culture constructive. Donc on n'était pas tout à fait sur le même registre. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait le travail. Que vous aurez aussi la chance d'observer. Alors, ça questionne évidemment la ville, la question des ressources, la question d'autres façons de fabriquer l'architecture. Voilà, jusqu'où on travaille avec le vivant aussi, hein, jusqu'où on travaille avec l'eau, voilà. Les ressources aussi sur un territoire. Qu'est-ce qu'on va chercher? Les ressources matérielles et également les ressources immatérielles, bien sûr, donc les gens, quoi, le potentiel des gens. Donc voilà, j'accueille Michael Hofer. Merci beaucoup d'être venu. Tu devais venir en train. Mais bon, il y a un contexte de transport en commun qui est un peu compliqué là. Donc tu as pris une voiture de la coopérative, je crois. Enfin, j'ai bien compris, tu nous raconteras ça pour pouvoir venir et honorer en présentiel. Voilà, c'est formidable parce qu'on a échappé de peu à la visio finalement, et grâce à toi qui as accepté de venir, on est là en vrai, en chair et en os. Donc je pense que cette incarnation aussi du vivant, elle se passe aussi par la présence. Voilà, alors je vais arrêter de dire des bêtises et je vais te laisser la parole présenter. Donc, présentation suivie bien sûr d'échanges. Hein. Okay. Merci. Merci beaucoup, ça marche. Voilà. Ok, donc je vais vous présenter donc, le travail de le bureau d'architecte ATBA, basé à Genève. Et puis j'ai appelé cette présentation Transition écologique de l'architecture, proposition de transdisciplinarité, dans le sens où, comme je vais l'expliquer, dans notre agence, on a intégré de plus en plus de spécialistes, d'abord thermiques, puis après des spécialistes et des ingénieurs en CVSE, chauffage, ventilation, électriciens, du fait de la complexité des projets qui visent justement l'écologie et pouvoir le maîtriser en interne. Donc avoir ces notions. Le bureau a été créé en 99 par Stéphane Fuchs. Moi, j'ai rejoint ce bureau 10 ans après. Et il y a eu, après les premiers projets que je vais vous présenter en fait que des projets en lien avec des coopératives d'habitation. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est quelque chose qui existe peut-être moins comme modèle, un petit peu moins en France, mais qui est en train de se développer. Et par contre, c'est un modèle qui existait beaucoup plus au nord, en Allemagne, aussi en Suisse allemande, qui existait à Genève depuis très longtemps, mais qui étaient des grosses coopératives qui étaient initiées plus par le patronat, on va dire, par les grosses entreprises comme
les CFF, c'est-à-dire les trains. Donc il y a eu des coopératives qui étaient implantées sur Genève, anciennes, mais les coopératives qu'on appelle, nous, coopératives participatives, elles sont nées à peu près il y a une vingtaine d'années. Maintenant, à Genève, elles ont renaquis, on va dire, mais toute la base, disons, légale était là pour que ça éclose. Et si on se concentre ici sur disons, sur ces projets de coopératives, c'est parce qu'en fait, les habitants, ils sont beaucoup plus, enfin, ils sont forcément intéressés par développer des projets qui vont, on va dire, dans le bon sens, en tout cas de l'écologie. Et souvent, ils veulent évidemment plus, ils veulent plus que ce qui va être possible économiquement. Et en fait, tout l'enjeu en fait, de nos projets, ça va être de trouver des solutions finalement constructives et puis comment dire, des stratégies pour pouvoir en fait, amener de plus en plus d'écologie au niveau des matériaux, de la biodiversité, où je vais vous présenter après, vous allez voir les projets. Donc là-dedans, on va dire que, oui, alors il y a eu, si vous voulez, un premier projet que je vais vous présenter qui s'appelle les Voirets, où il y avait des enjeux de thermique. Et puis après, ensuite, Crécy aussi, non, pardon, oui, des enjeux thermiques, mais aussi de matériaux. Ensuite, une autre réalisation, Crécy Équilibre, où là, on a fait entrer comment dire, la notion de l'eau et puis du traitement de l'eau. Et ensuite, il y a eu donc l'ajout donc, du secteur thermique en 2001, et puis ajout du secteur ingénieur CVSE, suite en fait à la réalisation de la coopérative qui se trouve à Soubeyran, où en fait ATBA a aussi ses bureaux. Et puis voilà, puis après je vous présenterai rapidement un tout petit un projet qu'on est en train de réaliser. Mais tous ces projets, vous allez voir, ils vont être de plus en plus grands, en fait. Ils auront des tailles de plus en plus grands. Donc voilà, ça c'est un peu les 4 secteurs qu'on essaye de mettre ensemble et de relier par l'architecture. Et puis évidemment, les uns communiquent avec les autres. Pour faire de l'écologie, comme j'ai déjà un peu évoqué, il va falloir avoir un contrôle assez strict sur les finances, sur le plan financier du projet. L'écologie, c'est la liste en fait de tout ce qu'on va chercher à faire au niveau matériaux, au niveau ventilation, au niveau bioclimatique. Et puis le social, c'est quand même un élément qui est amené qui est plus amené dans des projets avec des coopératives, avec tout le programme qu'on va développer avec eux, qui sera dans l'avant-projet, parce que en fait nous on travaille en participation avec les habitants dès le début. Et puis la mobilité, alors c'est diminution des places de parking. Alors on est dans des situations maintenant qui ont pas mal changé depuis les premiers projets. Mais les premiers projets, il fallait pas mal se bagarrer avec les autorités pour diminuer le nombre de places de parc en souterrain des immeubles. Parce qu'il y a des ratios, et puis ils disent, voilà, c'est une place de parc pour 100 mètres carrés de surface brute de plancher, et puis ça fait tant de place, puis ils ne veulent pas en sortir. Donc en fait, il a fallu pas mal trouver des astuces, puis ça, les coopératives sont très utiles pour ça, parce qu'elles peuvent créer des statuts qui disent, voilà, si vous voulez venir dans cette maison, dans cette coopérative, vous devez adhérer à ces statuts qui disent pas de possession de voitures personnelles, mais par contre, il y a un car sharing, donc de l'autopartage, et puis ça va permettre de quand même pouvoir avoir des voitures. Et en effet, j'en ai bénéficié, comme il le disait, pour venir ici, j'ai pris une voiture en car sharing. Alors la première réalisation ici, ça se situe au Voiret. C'est un immeuble avec une structure complètement en bois et avec un plan extrêmement simple, extrêmement épuré, avec des cages d'escalier extérieures, des grands balcons au sud, et puis une distribution
qui se fait ici par l'extérieur. Donc on voit qu'on minimise en fait aussi finalement le volume. Bon, on maximalise un petit peu parce qu'on a un petit peu plus de volume avec ces façades-là, mais on reste sur quelque chose de très très simple. Et puis pour la construction en bois, c'est ce qu'on doit faire si on veut vraiment rationaliser ici le plan. Alors ça, c'est bon, c'est juste une petite explication de ce plan. Voilà, là on le voit un peu mieux. Donc c'était un petit projet, Ré plus 2, avec voilà, des 6 pièces, une variété d'appartements. Quand on appelle 6 pièces à Genève, on compte la cuisine. Ici, c'est aussi pour montrer un peu les espaces communs qu'on aura dans ce type de projet, avec donc des salles communes, des petits magasins, une buanderie commune qui donne au rez-de-chaussée, donc c'est pas la buanderie qui est au sous-sol, atelier bricolage, un petit local commercial et des chambres d'amis, ce qui est toujours souhaité dans ce genre de projet. Là, on voit juste une petite dia pour montrer que ce projet, c'était surtout un travail sur l'enveloppe. C'était assez nouveau de faire les choses comme ça, donc de travailler avec ce type d'isolant, donc c'est l'isolant, c'est de la ouate de cellulose. Voilà, c'était beaucoup un travail autour de l'enveloppe et puis construction en bois, plancher en bois. Donc on voit un peu ce que ça donne. C'est la phase chantier, donc quand c'est en bois, évidemment ce qu'on gagne au niveau constructif, c'est sur le temps de réalisation du chantier parce que c'est préfabriqué et puis ça va vite. Et ça c'est l'ambiance, donc les cages d'escalier se trouvent derrière, puis ça c'est comme des grands paliers qui sont déjà communs en 2 appartements, donc la zone un peu semi-privée, on va dire. Et puis là, on est sur la zone privée de chaque appartement qui donne sur ces grands balcons continus. Donc voici l'ambiance et de l'intérieur. Alors là, on avait juste pour montrer en fait que ce bâtiment, il était déjà pas mal performant. Au niveau voilà, au niveau de ses économies, au niveau de l'électricité, de l'eau, chauffage. Alors si on dit moi 7%, c'est juste parce que ça c'est le calcul Minergie, c'est déjà quelque chose qui a une bonne performance énergétique. C'est pas la moyenne générale, alors que là-haut on a la moyenne de consommation sur Genève, 31 000 kWh, et puis ce qu'on a dans l'immeuble c'est ça, c'est 13 000. Alors le deuxième projet, qui était un tout petit peu plus grand, avec, ici on voit, il y a 3 bâtiments. Alors c'était 3 bâtiments, on a fait le chantier, on a fait l'ensemble du chantier. Par contre, de ces deux bâtiments, par contre, c'était pas les mêmes, maîtres d'ouvrage. Et tout à droite, c'est la coopérative Équilibre, avec laquelle on va travailler après sur d'autres projets que je vais vous présenter. Donc là, on voit aussi simplicité du plan, pas d'ascenseur. Donc tout ça fait qu'on arrive à être assez bon marché et performant. J'ai une petite télécommande ici, je vais utiliser ça. Alors voilà, je m'étends pas trop sur les dessins, ça c'est pour vous donner un peu une image, mais on voit que c'est des choses qui sont assez simples avec les balcons qui sont ici à droite, au sud, et avec la première... attendez, est-ce qu'on voit pas ça? Oui, ici, ça c'est quelque chose qu'on a au niveau des balcons, qu'on va utiliser dans d'autres projets, ce qui était en fait de faire des balcons à redans, qui donnent ici sur toujours le même espace séjour, mais dans l'idée est d'alterner en fait ces redans d'un étage à l'autre, de manière à pouvoir amener plus de soleil durant l'hiver ou l'entre-saison, et puis l'été d'avoir quand même une bonne protection solaire. Là, ici, c'est la construction. Construction en bois, juste deux, les noyaux béton pour le contreventement, des cages escaliers. Et puis là, une petite...
niveau de la construction. On va aller un peu plus vite. Voilà. Alors dans ce projet, on a introduit pour la première fois donc le travail sur le traitement de l'eau. Et ici, on a fait des toilettes sèches. Alors ça veut dire que on avait vraiment des plans de salle de bain où se trouve la toilette, avec un tuyau direct qui va dans une cuve au sous-sol par toilette. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas superposer deux toilettes l'une au-dessus de l'autre, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de coude. S'il y a un coude, ben, ça va toucher, et donc ça ne va pas fonctionner. Donc il va falloir prévoir que sur le plan, alors c'est pour ça on n'est pas très haut, donc ça allait, on va devoir décaler d'étage en étage les toilettes. Et ça donne, disons, ça donne un plan, enfin, on perd un peu d'espace avec ces gaines, mais par contre, on est très très simple au niveau des fluides. Et puis, donc, on a cette possibilité d'avoir ce traitement, donc avec des, comment dire, c'est vraiment ça arrive dans une cuve où il y a des vers de terre à l'intérieur qui vont travailler. Et puis, en 6 mois, comme ça, bah, c'est transformé. Il faut aussi dire qu'il y avait des gens qui étaient dans la coopérative qui était à fond dans ce système-là. Et c'est une personne, en tout cas, qui a développé cette cuve. Ça, c'est bon niveau. Et on la voit ici. Ça, c'est ces cuves ici. Et puis là, ici, il y a un petit tiroir. Puis, en fait, elle est faite de manière à ce qu'il y a le travail qui se fait dans le haut. Puis, plus ça avance, plus ça va vers le bas. Puis, en fait, quand vous tirez le tiroir, ben, vous avez de la terre. Et puis, en extérieur, l'eau, elle était traitée avec une phytoépuration qu'on voit ici. Donc un filtre à roseau, toute l'eau grise, donc des salles de bain et des cuisines est traitée en extérieur. Ça, c'était une photo au début, enfin, peu après la fin du chantier. Puis là, je crois que, voilà, puis là, ça a commencé à pousser. C'est devenu plus vivant. L'intérieur avec les cuisines en 3 plis, où les habitants ont participé aussi à la fabrication de ces éléments. Parce que, alors là, on voit juste pour montrer un petit peu le niveau de consommation. Si on prend ici, ça c'est un immeuble en 1980, c'est sa consommation d'énergie. Donc pour le bâtiment, c'est ce qui est en blanc. Ce qui est en bleu, c'est pour le chauffage, c'est ce qui est en blanc, et l'eau chaude sanitaire, c'est ce qui est en bleu. Et puis l'immeuble équilibre, eh ben, on voit, il est extrêmement en dessous de tout ça. La participation, j'en parlerai un petit peu après, mais évidemment, donc là j'ai juste évoqué par rapport à la construction des cuisines, c'est un moyen de faire baisser évidemment les coûts. L'exemple ici, c'est donc Soubeyran 7. Donc il y a quelqu'un dans la salle. C'est comment ton prénom? Marie qui a donc participé à plusieurs séances de participatives donc pour ce bâtiment. Et donc là, moi, je me suis pas mal occupé aussi de ce projet. Et on a nos bureaux ici au rez-de-chaussée. Donc à peu près la moitié de l'immeuble au rez-de-chaussée. Puis tout le reste, donc c'est des appartements. Et bon, au rez-de-chaussée, il n'y a pas que nos bureaux, il y a aussi un restaurant, un coiffeur, des choses comme ça. Ça, c'est la situation donc à Genève. C'est le quartier qui se trouve entre la gare et l'aéroport, mais proche de la gare. Et on voit que c'est un quartier déjà qui est extrêmement dense. Et on suit avec notre bâtiment un plan localisé de quartier préétabli. Donc en fait, au niveau urbanisme, on a très peu de choix. Hein. C'est vraiment donné comme ça.
au niveau du nombre d'étages et tout ça. Alors, la participation dans le projet, il se donne dès le début, comme je l'ai déjà un peu évoqué. Dans l'avant-projet, ça va être, on va définir, en fait, on va essayer de définir le programme, qu'est-ce qu'on veut, et puis aussi où est-ce qu'on veut aller au niveau des thèmes, de l'écologie et tout ça. Puis on va essayer de mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, puis donner un peu comment dire, une structure de dire bon ben ok on va viser, par exemple ici il y avait une forte demande de construire en paille. Alors ok, on va essayer de se tenir à ça, puis en deuxième on aura un autre élément, en troisième, mais on va essayer de hiérarchiser, disons, les demandes pour pas promettre la lune, disons, et puis de rien pouvoir atteindre. Donc donc là, c'est choses, bon, ça c'est des choses qui sont assez courantes. Donc des espaces communs favorisant les contacts sociaux, ça va être les salles communes, ça va être des chambres d'amis, ça va être un économat, ça va être des choses comme ça. Encourager les économies d'énergie, donc ça va se déployer sur plusieurs choses, comme l'eau va entrer là-dedans, et puis l'enveloppe, et puis la forme générale du projet. Des matériaux biosourcés, donc là ça va être la paille qu'ils vont choisir, qu'on va construire en bottes de paille. Enfin, la façade va être réalisée en bottes de paille. Et puis être co-créateur du projet, donc ça c'est aussi une chose qui est assez importante, parce que c'est l'idée de, quand on arrive dans le projet, c'est comme si les habitants l'avaient fait, ils sont pas vraiment étonnés. Et puis c'est assez important parce qu'il y a, disons, des choix qui vont être faits, notamment de minimiser, par exemple, de minimiser le nombre d'ascenseurs, d'avoir qu'un seul ascenseur au centre. Alors, enfin, d'avoir qu'un seul ascenseur. Alors, on aurait pu proposer différentes solutions, d'avoir des coursives à l'arrière avec des appartements sur 2 étages en duplex. Mais on sait que ce genre de solution, on perd quand même pas mal de place au niveau pour mettre l'escalier à l'intérieur. Enfin, voilà, on ne trouvait pas que c'était si intéressant que ça. Et puis, il y a aussi le problème de la mobilité réduite qui fait que finalement, si on a accès qu'avec un escalier intérieur, la plupart des appartements, ils ne sont pas compatibles pour les PMR. Donc là, la solution, c'était de rester quand même sur des appartements d'un seul niveau. Là, on a les 3 cages d'escalier et de mettre qu'un seul ascenseur au centre et de trouver une astuce en ayant une liaison au 3e étage. Donc ici, ça c'est le trait du rez-de-chaussée. Hein. Donc ça c'est le rez-de-chaussée, ça c'est le 3e étage. Donc d'avoir une liaison au 3e étage entre les cages d'escalier qui fait que si on prend l'ascenseur jusqu'au 3e, pour aller dans un appartement qui se trouve ici par exemple, où il n'y a pas d'ascenseur, on va pouvoir monter jusqu'au 3e et on n'aura qu'en fait 2 étages à monter à pied au maximum. La même chose pour les étages 1 et 2, où si on est sur les côtés, on monte 1 ou 2 étages. Donc ça, c'était un peu, donc ça a été discuté avec les habitants, cette proposition, c'était accepté, et avec l'idée, donc là c'est ce que je viens d'expliquer, avec l'idée que donc le plan du rez-de-chaussée ici, avec l'idée d'avoir quand même une connexion à chaque étage par le balcon extérieur, qui fait que finalement chaque appartement est quand même accessible pour une personne en mobilité réduite, un invité, on va dire, pas quelqu'un qui habiterait toujours, mais qui pourra quand même utiliser. Vous voyez, ici on est sur un étage type où il n'y a pas de la rue intérieure, on est sur l'étage 1 ou 2 ou 4 et 5. Une personne peut quand même prendre l'ascenseur et utiliser ici cette coursive pour se rendre ici dans un appartement où il n'y a pas de liaison avec l'ascenseur. Donc ça implique que les habitants ils étaient d'accord avec ce principe, que de temps en temps, il y ait un passage devant chez eux, mais c'était entendu que ce serait un passage assez exceptionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait des courses très lourdes et puis qui veut
passer par là, ou quelqu'un qui s'est momentanément cassé une jambe, forcément il va passer par là pendant une période. Si je reviens juste, aussi, ça c'est le plan du rez-de-chaussée, juste pour aussi dire que c'était important de proposer sur ce dispositif à 3 cages d'escalier une seule entrée. Comme ça, ça maximalise un peu les rencontres. Et dans ce plan du rez-de-chaussée, donc on a ici la salle commune. Et puis ici, ça c'est les bureaux ATBA. Là, il y a un petit restaurant avec une brasserie. Et puis ça, c'est des petits commerces, un coiffeur qui se sont mis là. Et puis ça, c'est des personnes de la coopérative qui ont pris des petits locaux pour une thérapie et puis je crois thérapie de dessin, un truc comme ça. Rez-de-chaussée. Donc l'étage type, donc c'est des appartements comme on voit assez assez simples, avec toujours où ça c'était aussi une volonté des habitants, c'était de dire on veut tous avoir le même droit finalement au sud et au soleil, parce qu'évidemment dans cette typologie on aurait pu retourner et faire, là on était dans une situation avec l'ouest, sud-ouest par là, donc on aurait pu très bien avoir des appartements qui donnent ce côté-là, mais il y avait cette idée, voilà, on veut tous avoir le même droit au soleil, donc on est parti sur des appartements, c'est un plan simple. Ça, c'est 5 pièces, avec ici des petits appartements que nous, on appelle des 3 pièces, mais effectivement, on n'en voit qu'une. Enfin, une chambre. On compte cuisine, séjour, chambre. Donc voilà, ces petits appartements mono-orientés. Et puis en fait, on fait simplement bouger ce mur ici pour avoir ici des appartements qui sont peut-être plus petits, 4 pièces ici et 6 pièces de l'autre côté. Et au centre, c'est des appartements qui ont l'ascenseur. Ça, c'est l'étage 3, où justement, on relie donc les cages d'escalier et on trouve une buanderie commune, des chambres d'amis, ici, et des chambres indépendantes. Donc, la coopérative a décidé de s'offrir, on va dire, 3 chambres d'amis, et les autres sont des chambres indépendantes qui seront louées. C'est important, disons, de voir qu'en fait, tous ces espaces communs, espaces... chambre d'amis, salle commune, les conomas qu'on aura au sous-sol, tout ça, ça fait partie de leur loyer. Donc ils ne vont pas payer. Et puis on a comment dire, l'État Genève, l'État de Genève fait un contrôle sur les loyers parce que c'est des appartements qui ont des catégories de logements d'utilité publique et ils ne vont pas pouvoir être plus qu'un certain montant. Donc, c'est des loyers assez bas, donc ce qui donne aussi un prix pour construire assez bas. Voilà, ça c'est l'ambiance. Ça c'est justement le 3e étage avec donc l'escalier central qui change de direction. Ça c'est ce que je vous ai expliqué déjà dans l'autre projet, puis qu'on retrouve ici. C'est le décalage en fait des balcons. Je reviens là. Pour permettre un ensoleillement d'hiver. Donc l'hiver, ça va pénétrer plus profondément parce qu'on a toujours ces balcons qui alternent comme ça. Et donc on a un balcon, il a toujours une double hauteur au-dessus de lui. Mais aussi la possibilité avec une toile horizontale de fermer s'il y a trop de soleil qui vient ou alors même pour l'intimité vis-à-vis des voisins. Mais ça favorise aussi un certain lien à travers les balcons. Ça, c'est l'ambiance plus d'automne. Et puis ça, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, le petit chemin qu'on peut faire pour rejoindre donc les appartements qui n'ont pas d'ascenseur. Au niveau de la participation et du projet dans le projet, on a poussé les choses jusqu'à entrer en discussion, proposer des différents types de fenêtres ou de chercher avec les habitants qu'est-ce qu'on veut comme fenêtre pour les chambres. Et là, voilà, est-ce qu'on veut une fenêtre horizontale qui va donner un petit peu plus de
panorama, une fenêtre verticale, ou est-ce qu'on cherche quelque chose un peu entre les deux, sachant que c'est des chambres assez petites, assez étroites, où il faut trouver, voilà, c'est des chambres d'enfants, un petit bureau, des choses comme ça. Donc on en est arrivé à proposer cette fenêtre-là qui était souhaitée, donc qui était souhaitée en discussion au niveau du projet. Et comme on était en construction en paille, on a dû donc trouver une manière avec les bottes de paille pour en fait calpiner cette fenêtre. Vous allez voir après, je vais vous expliquer parce que tout cet élément-là va être fait en chantier participatif. Et donc, ce sera l'élément d'une chambre qui est un grand cadre en bois qu'on va retrouver par la suite. Et puis là, je vous montre directement la façade parce que c'était pour évoquer le fait que finalement, on a discuté avec les habitants de la fenêtre en mettant en jeu finalement l'image du projet, mais sans vraiment en discuter en fait. C'était plus OK, on fera. Et puis voilà, après, ça donnera ce que ça donnera. Alors on a quand même après décidé d'alterner ici les champs, les fenêtres. Comme ça donnait un jeu intéressant au niveau des chambres, avec un ameublement un peu différent. Au niveau du traitement des gestions des eaux usées, qui était aussi souhaité dans les ateliers participatifs du début. Et là, on était devant le dilemme, parce qu'on n'avait que fait l'exemple avec des toilettes sèches de base. Et on avait ce souci de comment est-ce qu'on va refaire ce procédé et comment. Alors on avait déjà un problème, c'est qu'on avait Ré plus 5 étages et on a fait des tests sur 5 étages. En fait, ça ne fonctionnait plus parce que c'était beaucoup trop haut. Et puis, on va dire, les matières fécales se dispersaient. Donc, c'était plus possible. Donc on a dû trouver une autre idée et on est tombé sur quelqu'un, Philippe Maurier-Genoux, qui est un biologiste qui travaille dans des contextes d'agriculture et qui a dit pas de souci, moi je fais ça dans des fermes. On a dit, mais ça ne te fait pas peur? Là, il y a quand même une centaine d'habitants. Il a dit, bon, non, c'est à peu près 10 vaches, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un système qui est venu, en fait, de là. Et là, je vous l'explique rapidement. Ça, c'est une vision en coupe, ici en haut. Ici, c'est une vision en plan. Vous allez voir après des photos ce que ça représente, mais on voit surtout cet élément-là. Ici, on a dans ce grand rond toutes les matières fécales, donc les eaux brunes qui seront traitées, enfin les eaux brunes mélangées avec l'urine. Et puis ici, dans ces deux ronds, ce sera les eaux grises qui seront traitées aussi donc par lombricompostage. Dans les deux cas, on a des lombrics. Les matières, elles arrivent ici dans un premier endroit, elles sont pompées, et puis en fait, elles sont distribuées dans les filtres, donc les eaux brunes, et puis on alterne droite, gauche, donc pendant un mois, on va asperger que d'un côté, et puis ensuite ça va passer de l'autre côté, comme ça les vers de terre vont pouvoir migrer et pouvoir mieux vivre, disons, que si c'était aspergé partout. Et puis pareil avec les eaux grises. Ensuite, donc le filtre, il est composé de copeaux de bois, de sciure de bois, de plaquettes. Maintenant, on vient de le changer, puis on a mis du charbon de bois. On a changé parce que ça s'était disons, obstrué après 5 ans. Mais à l'époque, on l'avait fait comme ça. Et ensuite, dessous, on a encore tout un filtre de gravier assez grossier. Donc toute l'eau qui va percoler, qui sera traitée d'abord avec les lombrics et toute la microbiologie qu'il y aura là-dedans, elle va arriver ici déjà pas mal filtrée et puis elle sera repompée et un autre filtre à sable plus fin
va finir le travail, et puis ensuite, quand l'eau est quasi pure, enfin pure, on va dire, elle est plus comment dire, virale, il n'y a plus de charge virale dedans. Arrivé ici, on a une citerne de 26 000 litres, et l'eau peut être repompée dans les chasses d'eau, ou utilisée pour... enfin, elle est pompée dans les chasses d'eau ou est utilisée pour l'arrosage. Donc on a un circuit comme ça en boucle avec l'eau. Je vous montre ce que ça donne. Ça, c'est juste un petit schéma pour vous montrer pourquoi, après ce projet, on a commencé à intégrer des ingénieurs CVSE et sanitaires, parce que tous ces systèmes-là dédoublent tous les tuyaux, quoi, en fait. Enfin, dans ce cas-là, on avait eau grise, eau des toilettes, eau brune, noire. Mais dans le projet d'après, on a encore ajouté un tuyau pour l'urine, parce que c'est en fait dans l'urine que se trouve tout ce qui est intéressant au niveau engrais. Donc, il y a une valorisation qui peut être faite avec l'urine, et puis donc on a fait ça dans les autres projets. Donc, dans ce cas-là, ce n'était pas encore le cas. Ça, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on va dessous. Donc là, c'était un système avec ces chapeaux qui permettait de mettre de la paille par-dessus. Et puis comme ça, quand la matière, elle arrive, elle est dessous, et puis très rapidement, disons, elle va être traitée. Et donc, il n'y a pratiquement pas d'odeur, hein, si ça fonctionne bien. Ça, c'est les vers de terre. Et puis ça, c'est vu de l'extérieur. Donc ça, c'est clair qu'il faut aussi dire que ça prend de la place. Ça prend une certaine place dans le jardin. Donc on a mis ce plancher. Et comme il y a, voilà, il peut être utilisé, il est utilisé pour les enfants, ils jouent au foot là-dessus. Enfin voilà, ça devient comme un plateau de danse. Et ça, c'est l'ambiance un petit peu après, pour montrer comment ça donne. Bien sûr, on fera après des questions sur ces sujets, je vous laisserai. Après le chantier participatif, donc il a été donc ça a été décidé. Ok, vous voulez faire une construction en botte de paille, mais évidemment une botte de paille ça coûte pas cher, c'est local, mais ça va être plus cher quand même. C'est toujours difficile à expliquer, mais ça va être plus ça va être plus cher, il y a plus de main-d'œuvre, les gens ils savent pas faire, ils vont nous mettre des prix beaucoup trop hauts. Donc on va devoir trouver des solutions pour économiser là-dedans. Et donc une solution qu'on a proposée, c'était que les habitants donc viennent mettre la paille dans les cadres préfabriqués au sous-sol, comme je vais vous montrer après, et travaille aussi sur les enduits, donc les enduits terre qui ont été, donc la terre qui était en provenance de l'excavation de l'immeuble, qui a été tamisée et utilisée pour les enduits de corps de ces éléments-là. Avec ça, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle La Carpe, qui est à Lausanne, et qui ont encadré ce chantier participatif. Donc voilà, là vous avez des gens de La Carpe, c'est ceux qui ont des casques, parce que si les autres ils n'en mettent pas. Et ça, c'était le début de ce chantier. Alors on voit ici dans la dia en bas à droite les cadres qui ont été préparés par un menuisier. Vous reconnaissez la forme de la fenêtre ici. Et donc les habitants vont, dans un premier temps, mettre les bottes de paille. Ensuite, il y aura des petits travaux fins à faire pour couper les ponts de froid. On a introduit ici des éléments en laine de bois, là où le bois il allait au bord. Ici, bon, là après il y avait encore une petite trame à mettre dessus, et la préparation de la terre. Donc là on est au-dessus, et une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que tout ça se situe dans le sous-sol donc de l'immeuble, qui est en fait qui est pas, comment dire, qui est pas sous assiette. C'est pas sous assiette, c'était le parking, il débordait un peu,
Et donc, dans cette partie-là, hors assiette du bâtiment, on a organisé tout le chantier de ces cadres, et puis on avait réservé un trou pour pouvoir après les sortir. Donc, dans un premier temps, et puis ça se situe au-dessus, à gauche, on est au-dessus, on avait la terre qu'on avait préservée de l'excavation, qui sera d'abord, dans un premier temps, un peu machinée comme ça, et puis ensuite, elle sera mélangée avec de l'eau et du sable, ici, comme ça, pour arriver après, et puis les habitants se sont occupés de mettre ces enduits de corps. C'est une couche d'à peu près entre 3 et 4-5 cm qui va être directement sur la paille. Et ensuite un lissage à la truelle. Et c'est donc ces éléments-là, on voit comment ça travaille. Et ici, c'était donc une première série qui était faite. On a dû faire 3 chantiers à 2 semaines d'intervalle. Et après 5 jours, l'enduit de corps est suffisamment dur et on peut redresser les éléments. Donc la terre se situe de l'autre côté, puis on voit encore l'élément où il y a encore la paille. Et ensuite, là, on voit l'élément qui est amené avec la grue puis qui sera mis en façade. Donc ici, à gauche, on voit l'élément, il a été placé. Donc j'ai oublié je ne l'ai pas mentionné, mais on est sur une structure béton. Avec des murs porteurs qui sont donc perpendiculaires à la façade et dalles quand même béton. Dans ce projet, on était obligé par le service du feu, à ce moment-là, ce n'était pas possible d'obtenir une dérogation d'avoir une structure bois. En même temps, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments et ça aurait été difficile de maîtriser l'ensemble. Donc voilà, c'était le compromis, c'était quand même d'avoir une structure béton. Et puis donc cet élément préfabriqué, il arrive ici, si vous voulez, il pose à peu près sur 20 cm sur la dalle, et puis il déborde après à l'extérieur, puis on va mettre entre les caissons de la laine de pierre, comme je vous montrerai après tout à l'heure, pour les questions d'incendie. Et donc, une chose aussi qui était donc importante, on voit l'emballage du bâtiment. Ben, évidemment, la paille, elle ne supporte pas l'eau. Donc, il fallait travailler assez vite quand ils étaient mis et puis recouvrir soigneusement pour éviter les dégâts parce que c'était assez catastrophique. S'il y avait de l'eau, on peut changer l'élément. Il fallait recommencer. Et ensuite, c'est déballer. Deuxième étape de travail pour les habitants en chantier participatif, c'était de faire les enduits intérieurs. Donc là, donc ce qu'on a vu dans l'élément précédemment, vous avez remarqué, il est c'est l'enduit de corps qui a été fait dans le garage. Et ici, à droite, en haut à droite, on voit l'enduit de finition qui là est plus que de disons 4-5 mm. Qui est fini comme ça. Avec une terre qui n'était pas, du coup, pour le coup, c'était pas une terre locale. C'était une terre qui venait pas très loin, mais c'était une terre différente pour qu'elle soit un petit peu plus claire. Il y avait un choix qui avait été fait par les habitants. Donc voilà, j'ai quasiment fini sur ce truc. Là, maintenant, je vous présente hyper rapidement le projet qui est en chantier actuellement et où on a poussé encore un petit peu plus loin la réflexion autour du traitement de l'eau, notamment avec justement la récupération de l'urine. Dans ce projet-là, on va faire une récupération de l'urine, elle sera distillée, ce sera un système VUNA, ce sera une petite entreprise en quelque sorte qui va se mettre dedans et qui va en fait distiller l'urine, en faire une poudre et qui sera mise donc en vente, pas directement dans la coopérative, mais ailleurs. Donc ça veut dire que ce sera valorisé. Ça fait beaucoup d'hectares qu'on peut arroser avec tout ça, avec l'urine produite par les habitants. Bon, il y a d'autres. Je vous présenterai une autre fois ce projet plus en détail quand il sera construit. Mais c'est un projet où on retrouve des éléments qu'on a déjà dans les autres projets. Simplement, il est plus complexe parce qu'on a 3 bâtiments.
On retrouve les rues intérieures, mais par contre, on a quand même des ascenseurs partout, parce que là, c'était pas possible, on était sur du Ré+7. Mais on retrouve des terrasses communes, des choses comme ça. Ça, c'est l'ambiance extérieure. Et ça, c'est la coupe sur les balcons. Là, on a fait aussi un petit jeu de redans de balcon, mais beaucoup plus léger. Voilà, c'est fini. La présentation. Merci Michael. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, si vous avez des questions, des remarques. Bonsoir, merci pour votre conférence. Moi, j'ai une question sur les discussions que vous pouvez avoir avec les habitants. Vous nous avez parlé des manières de construire pour économiser à la fois économiquement, et économiser du carbone et économiser des matériaux. Mais il y a une manière d'être encore plus écologique, j'ai envie de dire, c'est de diminuer aussi la quantité d'espace. Est-ce que ça, vous en parlez avec eux, est-ce que c'est une piste? C'est-à-dire, au lieu de mettre des chambres de 10 mètres carrés, on fait des chambres de 5 mètres carrés pour un lit, quoi, j'ai envie de dire. C'est une piste de diminuer la surface, voilà, aussi pour l'emprise au sol peut-être. Et est-ce que ça, vous en parlez? Est-ce que c'est une piste? Et après, moi, j'ai une question sur. Alors, on est en Suisse, du coup, le prix de la main-d'œuvre n'est pas la même, mais le ratio au mètre carré, si on le compare à la France, le prix, est-ce que. Enfin, je veux dire, en tout cas en Suisse, est-ce que le ratio du prix au mètre carré est plus intéressant ou pas avec d'autres constructions plus similaires avec ce qui se fait ailleurs, en Suisse, en tout cas. Alors déjà, comme élément de réponse, c'est pour ces bâtiments, si on fait du logement à Genève et qu'on est justement dans ces loyers d'utilité publique, dans ces logements d'utilité publique, il y aura ce contrôle de l'État. Puis en fait, ce contrôle de l'État, il impose beaucoup de règles, et notamment au niveau, alors pour répondre à la question sur la taille des chambres, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain minimum. Donc 9 mètres carrés, c'est le minimum qu'on peut faire pour une chambre, on ne peut pas faire plus. Il y a des minimums aussi pour la taille globale d'un appartement de 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, donc ça c'est donné. Il y a... alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder... On va être dans ces eaux-là. Ça va pas être très grand comme appartement. Les chambres, elles ont 12 mètres carrés, voilà, entre 11 et 12 mètres carrés. Mais on va essayer, on va inclure tout ce qui est locaux communs, comme la salle commune. Donc là, dans le projet que j'ai présenté là, de Soubéran, on a une salle commune de 70 mètres carrés. On a une deuxième petite salle commune de 25 mètres carrés, je crois. Donc, et les chambres d'amis, tout ça va être inclus. Donc, ça veut dire que pour les inclure dans le loyer, c'est un peu comme si c'est 100 mètres carrés sur les 40 logements. C'est comme si on avait pris 1 ou 2 mètres carrés par logement pour les mettre dans le pot commun, des espaces communs. Donc, ça, si tu veux, il y a déjà un peu cette réflexion des habitants, de toute façon, autour de leur taille d'appartement, c'est qu'ils vont avoir un appartement pas immense, mais ils auront, s'ils ont la visite de leur maman ou grand-maman, elle pourra dormir dans la chambre d'amis, par exemple. Ce genre de choses. Mais au niveau de la taille, de toute façon, on est extrêmement contrôlé et contraint. Et puis, ce serait difficile de faire plus petit, j'ai envie de dire. Et aussi, avec le respect qu'on doit faire au niveau des normes donc handicapées, ça impose des salles de bain qui sont quand même assez gigantesques. Finalement, pour juste une toilette, il faut des espaces qui sont assez énormes. Voilà. Donc ça fait qu'à la fin, le logement, on n'arriverait pas trop à le diminuer. Ce ne serait pas la piste, si tu veux, d'économie. C'est plus... Ouais, c'est plus autour des... Après, ça va être les choix des habitants. Il faut aussi dire que justement, c'est toute une discussion sur... tout le monde choisit la même chose. Donc le carrelage, ce sera le même. La cuisine, tout le monde aura le même type, en tout cas par type d'appartement. Et puis c'est là où on doit trouver des moyens d'économie. Et puis des fois, on aimerait faire... on a un menuisier...
qui a travaillé aussi sur ce projet, qui nous fait des détails de porte, qui a proposé des détails de porte, donc d'encadrement en bois, très, très chouette, quoi, en fait, en 3 plis. Mais c'est un petit peu plus cher quand même, quoi. Donc après, on est obligé de faire le choix d'aller vers des matériaux comme du MDF. Puis voilà, c'est à contre-cœur, mais on est obligé de le faire parce que voilà, c'est des surcoûts, surtout en plus en ce moment avec l'augmentation de tous le prix des matériaux, c'est pas évident, quoi. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci pour votre intervention. Vous avez un peu parlé au début du cadre réglementaire qui permet de faire ce genre de projet. Est-ce que vous pourrez nous présenter un peu plus cet aspect-là? Et aussi, je me demandais, vous avez parlé que c'était des locataires dans les structures, c'est ça? Et du coup, Ouais. ok. Et du coup, qui porte ce genre de projet? Est-ce que c'est des bailleurs ou est-ce que c'est Ouais. l'État? Ouais. Alors c'est un contexte qui est particulier et à la Suisse et en plus à Genève. Justement, comme il y avait ces projets historiques de coopératives, il y a une caution qui est faite par l'État sur ce genre de projet si on s'organise en coopérative. Pour faire une coopérative, c'est pas très compliqué. Il faut être en Suisse, il faut être 7 personnes et déposer des statuts au registre du commerce. On est une coopérative, voilà les buts qu'on a, et puis vous existez en tant qu'entité juridique comme coopérative. Et puis après, vous voulez construire, donc il vous faut un terrain et vous pouvez construire, et puis la banque va vous prêter avec des parts sociales inférieures à des parts sociales qui seraient à des propositions de contrat qui seraient faites à un privé. C'est-à-dire qu'à une coopérative sur Genève, elle va pouvoir emprunter à 5% de fonds propres. Donc les fonds propres vont être vraiment beaucoup, beaucoup moins importants. Ça veut dire que ça revient à peu près à 5 000 francs suisses, donc c'est à peu près la même chose, 5 000 euros par chambre. Si vous avez un 4 pièces, ce qui compte, donc un 4 pièces genevois, c'est en fait 2 chambres plus salon-cuisine. Pour un 4 pièces, ben vous devez mettre 20 000 francs, vous devez poser comme part sociale 20 000 francs donc par famille. Et ces 20 000 francs, vous ne les perdez pas. Vous pourrez dès que vous quitterez si vous quittez ce logement, ben vous les récupérez. Puis c'est la personne d'après qui va les mettre. Et puis ces parts sociales, elles servent justement à emprunter, donc à construire le projet. Et puis après, l'emprunt, il sera remboursé par les locataires. Donc il y a un engagement, mais c'est pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est toujours locataire, on n'est jamais propriétaire. Et puis donc il y a un peu mais en Suisse, on est beaucoup moins propriétaire qu'en France. Donc il y a aussi, de toute manière, on l'a intégré. Et donc ça veut dire que on va quand même un petit peu faire profiter les générations d'après. Avec le travail qui a été donné par les premiers. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les coopératives, comme on a vu, Équilibre était sur les 3 derniers exemples que j'ai présentés. Donc en fait, ils vont continuer en fait ils vont continuer à faire des logements. Vous voyez, donc ça va un petit peu. Et puis c'est vraiment l'exemple qui peut couper l'herbe sous le pied de la spéculation, en fait. Parce que tous ces immeubles-là, ils ne vont jamais entrer dans un modèle spéculatif, ils ne vont jamais pouvoir être revendus plus cher, ou vous voyez, ça va toujours rester, ou alors diminuer, le loyer va un peu diminuer, ou s'adapter au coût de la vie. Alors, je ne sais pas si j'ai... Mais oui, voilà, donc le cadre légal, c'est vraiment l'histoire que c'est une coopérative. Et puis que ça, c'est le cadre légal qu'on a en Suisse. Et qu'une banque, si on est une entité, elle va prêter avec des taux pas des taux d'intérêt, mais avec des parts sociales, des fonds propres beaucoup moins importants. Bonsoir, j'ai juste une question concernant le travail le fait de discuter avec les futurs habitants à l'avance. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire sur certains choix qui vous ont été proposés qu'en tant qu'architecte, on vous propose quelque chose qui ne correspond pas du tout avec le projet,
jusqu'où vous avez dans cette limite-là? Est-ce que vous considérez que vous allez laisser l'habitant choisir jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a un moment où, en tant qu'architecte, vous choisissez, vous dites, vous essayez de rendre ça cohérent avec les règles de l'art? Oui, tout à fait. Je vois la question. Ben, c'est vrai que c'est ça. Ça, c'est assez intéressant. Après, c'est vrai que nous, justement, on se met dans une position où on n'essaye pas de faire des gestes architecturaux, quoi, de base. Tu vois, on n'est pas là-dedans, quoi, en fait. On sait qu'on va rester dans des choses assez basiques, simples. Mais, donc ça veut dire, mais tout ce qui est apporté par les habitants, ça ne va pas être des dessins, des trucs comme ça va être des désirs. Et puis il y a des désirs qui vont pas pouvoir être satisfaits, mais dans la discussion, les gens finissent par le comprendre. Par exemple, je me souviens, une habitante me disait « Ah, moi j'ai une salle de bain, c'est génial, j'ai un dôme avec la lumière qui vient du toit, vraiment, il faut qu'on fasse ça. Est-ce que c'est possible ?» Tu vois. Donc elle ne comprenait pas qu'elle était dans un immeuble à 5 étages. Alors si on voulait mettre des dômes, ce serait dans la partie supérieure. Mais voilà, il a juste fallu discuter, puis jusqu'à ce juste pour qu'elle comprenne que c'est pas la situation de ça, tu vois. Tu peux avoir tout le monde a des désirs architecturaux, mais tout à coup ils peuvent pas être réalisés. Mais par exemple, pour donner un cas plus positif, il y avait un habitant qui est venu en disant moi j'adore les mezzanines, c'est mon truc. Voilà, il adorait les mezzanines. Moi, j'aime pas du tout les mezzanines, mais donc bon, je pense c'était enfant en bas âge et tout. Mais il faut qu'on ait une hauteur de plafond minimum de 2 mètres 70. Sinon, ça va pas. Puis nous, on avait des hauteurs sous plafond, on était à 2,60. Et on a dit, bon, ouais, mais tu sais, enfin, ça va coûter beaucoup plus cher. Si tu fais le calcul tu vois, du mètre cube en plus que ça donne, bah, très vite, c'est assez impressionnant, en fait, si tu rajoutes 10 cm par étage. Mais voilà, il a beaucoup insisté, et puis il y avait d'autres gens qui étaient aussi favorables à ça. Et puis on a fini par l'intégrer, quoi, en fait. On a mis ces hauteurs sous plafond de 2 mètres 70. Et en fait, c'était une super solution, parce que c'est vrai, comme c'est assez profond, ben, si tu veux, ça c'est un cas où ça a vraiment amené quelque chose, et puis où je suis super content, parce que c'est comme des séjours cuisine qui sont assez comme ça profonds, et le fait que ça soit un petit peu plus haut que la moyenne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme limite en France ici. Est-ce qu'il y en a de hauteur sous... Ouais. Donc on fait ce qu'on veut. Enfin, c'est 2,50, ouais. Ouais. Donc c'est aussi ce qu'on a sur Genève de 1,50 m. Donc là, ça faisait quand même 20 cm de plus. Donc c'est assez appréciable. Voilà. J'avais une autre question. Merci pour la présentation. C'était justement, donc là, vous nous avez parlé de la phase où vous portez le projet, donc avec tous les échanges avec ses habitants pour confectionner aussi la pensée du projet. Ma question, elle se tournait sur le futur un peu du bâtiment, enfin plutôt son mode de vie. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de phytoépuration, de techniques un peu comme ça. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi des pratiques dans l'usage du logement qu'il faut avoir, pas de produits d'entretien, de choses comme ça. Comment vous faites pour, quand le locataire change, faire perdurer ces usages-là? Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est tout un aspect qui est assez intéressant. C'est que donc évidemment, c'est un grand groupe, mais il va se créer des commissions et qui vont s'occuper de certains domaines. Alors il y aura une commission qui va gérer l'autopartage, il y aura une commission qui va gérer l'économat. Donc l'économat, c'est que là-dedans, il y a tout un... Donc c'est comme un petit magasin, en fait, avec de l'huile, avec justement des produits de nettoyage. Et donc, les habitants, ils descendent à la cave et ils mettent une coche. Voilà, j'ai pris 1 litre de ceci, 1 litre de cela. Donc déjà, ça résout le problème parce qu'ils vont utiliser des produits de nettoyage qui sont bio, qui sont achetés en gros. Donc, les prix sont intéressants pour eux. Et puis, en plus, ça va éviter d'avoir
n'importe quoi dans la phyto. Et puis, il y a aussi une commission qui s'occupe justement. Ce n'est pas nous, comme architectes, qui gérons le truc maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a une commission qui s'appelle la grosse commission et qui s'occupe justement de gérer cette phyto et le lombricompost. Donc, en allant inspecter quand même une fois, peut-être par semaine ou tous les 2 semaines, un peu juste jeter un petit coup d'œil, tout se passe bien, est-ce qu'il faut inverser le filtre, est-ce qu'il faut... Voilà, donc ils sont peut-être 4-5 dans cette commission, puis ça peut tourner, donc ça veut dire que quand il y a des habitants nouveaux qui arrivent, eh ben, ils vont s'intégrer à une commission, et puis voilà, il y a une transmission qui se fera. Bonjour, je suis ici. Youhou. Je te vois toujours pas. Ah, là. Merci pour votre présentation. Vous avez dit que vous aviez intégré donc tout ce qui était CVC et autres bureaux d'études au sein de l'agence. C'était dans quel était le but de cette initiative? Eh bien, quand tu travailles avec les ingénieurs CVSE extérieurs, bah tu vas avoir un certain rapport. Ça va être difficile des fois de faire changer d'idée. Ils vont travailler d'une certaine manière. Donc on a eu des très bonnes collaborations avec un sanitaire. On avait un sanitaire extérieur avec qui on a fait Soubéran, qui était extraordinaire, qui maîtrisait son sujet. Mais il faut avoir des gens qui sont partants pour aller dans ce genre de direction. Et c'était un moyen aussi d'optimiser et puis de réduire aussi peut-être la facture de ces ingénieurs, tu vois, parce que si tu fais, on a un certain système, si on commence un peu à bien les gérer, si on va toujours un peu dans les mêmes directions, on va pouvoir optimiser tout ça et puis gratter un peu, tu vois, et puis faire que tout ça soit plus concurrentiel, parce que il faut quand même dire qu'un système de lombricompostage comme ça, c'est à peu près 3% du budget global qui est pris justement sur l'argent. Il faut s'imaginer que si c'était une coopérative qui n'avait pas de désir écologique, elle pourrait se payer des cuisines beaucoup plus voilà, chic, ou tu vois, ce genre de choses, quoi, ou tu vois, donc il faut quand même qu'ils soient partants pour payer ces systèmes-là. Donc nous, on essaye d'optimiser tout ça pour pouvoir les rendre de plus en plus compétitifs par rapport à ce qui se fait dans la moyenne, quoi, en fait. Donc voilà, ça c'était ça. Puis par exemple, les thermiciens, on les a aussi intégrés dans l'agence parce que c'est aussi des allers-retours qui sont beaucoup plus pratiques. Ils sont là, quoi. Donc vous avez une question, voilà, c'est tout de suite là. Ça peut être plus informel. Sinon, c'est des gens à l'extérieur. C'est chaque fois, c'est des séances. Ça prend plus de temps, en fait. Donc il y a une fluidité dans le projet qui peut se faire. C'est le concept et l'idée, quoi, qu'il y ait plus de fluidité ouais, et d'efficacité. C'est encore moi. J'ai une question du coup d'un point de vue du chauffage. Comment vous chauffez et est-ce que dans des structures bois, vous arrivez à garder dans des structures bois complètes? J'ai vu qu'il y avait quand même les noyaux qui étaient en béton souvent. Est-ce que vous arrivez à garder une inertie qui permet d'éviter des chauffages, peut-être ce genre de choses, ou d'éviter certains isolants ou pas dans le bâtiment? Donc on a des enveloppes extrêmement performantes. Donc on chauffe, oui, bien sûr. Mais on va chauffer beaucoup moins que ce qui se fait, qui n'est pas... C'est vraiment ce qu'on a... Là, on a des labels. En Suisse, le plus performant, il s'appelle Minergie P. Où l'équivalent, c'est très haute performance énergétique. C'est vraiment des labels très contraignants. Et puis l'enveloppe, c'est une enveloppe de 50 cm. Si tu veux, c'est un mur de 50 cm d'isolant. Alors la production de chaleur, ça dépend de projet en projet. Alors par exemple, dans le dernier projet, là, celui-là, ça c'est bien que tu évoques ça. La production de chaleur, j'ai pas le sous-sol, mais oui, voilà, je vais le montrer par ici. Donc on avait ces 3 bâtiments, et ici c'est tout un espace qui était donné par le plan localisé de quartier où on devait installer
les parkings. Donc c'était imaginé comme ça, tout ça, ce serait les parkings pour ces 3 bâtiments, pour ces logements, avec les ratios qui sont souhaités. Et comme on avait donc cet autopartage, on utilise à peu près un tiers de ce parking, de ce sous-sol. Puis le reste, il était un peu à disposition. Et là, il y a une entreprise d'informatique qui s'appelle Infomaniac, qui a des serveurs informatiques qui s'est proposé pour justement utiliser ce sous-sol. Et puis l'idée dans ce projet, c'est qu'on a toute une récupération de la chaleur des serveurs pour chauffer les bâtiments. Donc tous les bâtiments seront chauffés avec l'énergie des serveurs, avec un système assez quand même complexe de flux d'air qui va circuler donc les serveurs un peu à disposition. Et là, il y a une entreprise de faire passer la chaleur dans des ballons d'eau. L'air va être refroidi dans ce système, va repasser à travers les serveurs, comme ça en circuit fermé, en fait, en boucle, et puis tous les bâtiments. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est une salle de serveurs qui est pas gigantesque, elle est assez grande, mais c'est pas énorme. Et puis ces serveurs-là, on n'utilise que 30 à 40% de cette énergie sert pour chauffer les 100 appartements qui sont ici. Donc voilà, ça c'est un cas, disons, on va dire, où on s'en sort bien au niveau chaleur. C'est pas évident, hein, trouver donc sinon, dans d'autres projets, on travaille avec du bois, du pellet. Sinon, on a puis dans le projet Soubeyran, là on avait une proposition de enfin, il y avait une promesse qu'il y aurait un chauffage à distance, un CAD, donc de la ville qui passait pas loin, puis il y aurait un raccord qui serait fait à moyen terme. Donc, dans l'intervalle, en fait, on a choisi de mettre une petite chaudière à gaz. Il y a une chaudière à gaz, c'est du gaz de Russie. Et voilà, donc dans l'intervalle, on a ça. Mais il y aura une meilleure proposition dans quelques années. Moi, j'avais une question. Le fait d'avoir intégré les BE en interne, il y a une part de recherche qui se fait au sein de votre agence sur toutes les questions du coup thermiques et CVC? Oui, bien sûr, ouais. Ça, après, oui, bien sûr, on pousse le plus loin possible. Mais qu'est-ce que tu entends par recherche? Je sais pas, d'expérimentation de nouvelles choses que vous auriez imaginées et qui n'ont pas encore été testées. Ouais. Alors, ce sera peut-être... Oui, bien sûr. Alors, par exemple, dans ce projet ici de la bistoquette, là, on s'est rendu compte que quand même cette histoire de bottes de paille, c'était quand même assez compliqué. Faire ça en bottes de paille, ça va être encore plus compliqué, c'est trop grand, quoi. Donc on est parti sur l'idée de faire de travailler avec de la paille insufflée. Donc de la paille c'est comme la ouate de cellulose, mais elle va être insufflée dans des caissons. Donc ça c'est un procédé qui se fait pas mal en Autriche. Mais il faut faire plutôt travailler, si tu veux, c'est les entreprises. Il faut vraiment être en rapport avec les entreprises, puis essayer de voir qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire. Donc, on a trouvé une entreprise qui a répondu à cette demande, donc d'insuffler de la paille. Et alors, c'est ça qui est aussi toujours assez marrant, c'est qu'on est resté sur cette histoire de paille insufflée. Puis, pour finir, cette entreprise-là a dit, oui, mais nous, on vous propose autre chose, c'est de travailler avec des copeaux de bois mélangés à de l'argile qui va être insufflé. Puis ces copeaux de bois, ils proviennent directement de nos déchets, donc d'entreprises. Hein, ils coupent du bois, donc ils ont beaucoup de copeaux de bois. Et donc tous les caissons vont être remplis avec ça. Donc c'est un circuit encore plus court parce que la paille insufflée, elle est bien comme ça en théorie, mais en fait, il faut qu'elle soit hachée, puis elle ne va pas provenir exactement du champ d'à côté. Là, les bottes de paille qu'on avait, ça venait vraiment du champ pas loin. Hein. On a vu l'arrivée du tracteur, du paysan. Mais si c'est de la paille insufflée, ce ne sera pas tout à fait local, quoi. Ça va
venir quand même d'Autriche. Voilà, il y a des. Après, voilà, il faut aussi que les choses se mettent en place. Puis des fois, il faut changer d'idée. Et puis, alors ça, c'est un exemple où où on fait de la recherche. Et puis, si tu veux, tous les systèmes, c'est des prototypes. Le système de lombricompostage, c'est un prototype total, quoi, en fait. Et puis après ça, Philippe Morier-Genoux s'est organisé, a fait une petite entreprise, si tu veux. Puis maintenant, on travaille directement avec cette entreprise. Et puis comme ça, eux, ils peuvent aussi plus développer. Alors, ils travaillent surtout avec nous, mais les systèmes dans les projets, tout en restant dans une gamme d'idées d'être low-tech. Par exemple, dans ce projet-là, on va quand même faire cette distillation pour l'urine, mais eux, ce qu'ils ont développé, c'est que c'est beaucoup plus simple de prendre l'urine, de la faire percoler à travers une grande chaussette remplie de charbon de bois, et puis arriver en bas, l'urine a perdu complètement son ammoniac, et ils ont fait le produit qui s'appelle le Pitribon. Et effectivement, c'est un petit bidon, ça n'a plus d'odeur, quoi, en fait. Et ça peut directement être, enfin, en étant dilué, ça peut être directement épandu pour l'agriculture. Mais ils doivent beaucoup batailler parce que il y a tout un tas de lois qui disent ah non non non, l'urine humaine surtout pas. Et puis voilà, il faut après convaincre différents services de l'agriculture, de la santé, tu vois, pour faire évoluer aussi les mentalités. Il n'y a pas de raison que l'urine humaine elle soit plus, disons, pleine de médicaments que l'urine des vaches qui ont beaucoup plus d'antibiotiques voilà. Voilà, donc pour dire, ça, c'est les pans de recherche autour de ces sujets qui se font. Oui, moi, j'avais juste une petite question. Quand tu parles de Soubeyran et puis aussi de toute cette interdisciplinarité, si tu pouvais préciser un petit peu comment vous impliquez à chaque fois tous les acteurs du projet en amont, parce que je sais que la CARP a été quand même bien impliquée en amont dans votre processus de conception. Et est-ce que tu peux expliquer ça aux étudiants, parce que je crois que c'est quand même vachement important dans votre manière de faire de l'architecture. Donc, surtout en lien avec la CARP. Bah oui, ouais. Et puis même là, par exemple, sur ce que vous avez fait par rapport au travail avec l'entreprise, voilà, comment vous avez fait tout ce processus de cheminement et de choix avec les acteurs du projet, quoi. Très en amont, comment vous les impliquez, quoi. Ouais. Alors la CARP, ça c'était quelque chose qui était assez particulier parce qu'il y avait une personne qui est dans la coopérative et qui travaillait avant, Olivier Krum, qui travaillait avant chez ATBA. Et puis lui, il est très impliqué aussi dans la terre, en fait, la construction en terre ou les enduits terre. Donc il était en lien avec la CARP. Et puis c'était quand même quelque chose qu'il souhaitait. En fait, c'était que si on engage ATBA, que la CARP soit quand même aussi impliquée. Donc il y avait quand même quelque chose du début dans cet arrangement, mais qui nous, voilà, c'est des amis, et puis c'était super de travailler avec eux, et puis surtout parce que justement ils ont pris en main cette participation que nous on n'aurait pas pu gérer de cette manière-là, puis aussi pas seulement parce on aurait pu la gérer, mais c'est surtout aussi qu'ils prenaient la responsabilité de la bonne façon en fait des enduits. Et puis nous, comme bureau, on n'allait pas le faire, quoi. En fait, ce serait trop de responsabilité d'être à la fois responsable, à la fois du chantier et tout, et puis en plus, par la suite, d'être bon, on n'a pas ces histoires d'assurance comme vous sur 10 ans et tout, mais disons, c'est quand même les entreprises qui vont être responsables s'il y a des malfaçons. Donc ça, c'est une chose. Mais après, pour la discussion avec les entreprises, ça c'est plus compliqué de l'intégrer dès le début parce qu'en fait, il faut qu'ils soient mandatés. Il faut qu'ils aient répondu à l'appel d'offres et qu'ils aient été choisis. Alors là, en ce moment, c'est la course parce qu'en fait, on était parti un peu avec une autre entreprise. Et puis, on a développé des détails avec cette autre entreprise. Et puis, à la fin, résultat des courses, après réception des soumissions, ce n'est pas eux qui sont choisis parce qu'ils étaient trop chers.
Donc voilà, on a choisi une autre entreprise qui est une grosse entreprise. Et il y a une chose que j'ai totalement oublié de parler dans ce projet, c'est qu'on va faire des enduits en terre, on va faire des murs en terre coulée. Et puis ça, c'est encore un élément. Donc ça, on va introduire à l'intérieur, ce sera les murs de séparation en fait, des appartements qui sont au sud. Tous ces murs-là, ils seront en terre coulée. Et donc l'entreprise bois qu'on a choisie va se mettre en consortium avec une entreprise de maçonnerie et ils vont travailler ensemble pour pouvoir réaliser ça. Ce qui était assez important parce que si on doit, disons, gérer le chantier avec deux entreprises différentes, ils vont se tirer dans les pattes. Donc c'était important qu'ils se mettent ensemble pour que ça marche, quoi. Est-ce que vous avez vu une attention particulière pour la présence des animaux et des végétaux? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu des demandes des habitants sur la présence des oiseaux, des insectes, des reptiles? Et si oui, comment vous y avez répondu? Alors oui, il y a ça. Il y a ça. Alors on a travaillé aussi avec... on a une petite équipe là qui travaille avec nous et puis qu'on... Alors je ne crois pas que je le vois sur les photos, non. Donc qu'a proposé, donc au niveau, par exemple au niveau de ce projet, il y a des boîtes pour les oiseaux qui sont fixées en haut. Et puis tout ça a été discuté avec ces spécialistes de la faune. Et sur le toit, on a aussi d'autres aménagements qui ont été faits avec des bois pour recevoir des insectes, des choses comme ça, quoi, ouais. Et puis il y avait des projets de ruches au début, mais ils n'ont pas été faits. Et il y a un hérisson, je crois, sur le toit maintenant, qui est apparu. Parce que donc le toit, donc c'est un toit. Je crois que j'ai pas montré de photo du toit. Hein. Non, j'ai pas montré. Est-ce qu'on est passé? Non, je vous ai pas montré. J'ai pas montré de photo. Mais en fait, il y a un potager sur le toit. Bon, vous regarderez sur le site internet. Ouais, j'ai oublié de mentionner ça. Donc en fait, c'est un toit accessible. Il y a un petit potager. Et puis il y a effectivement un hérisson qui est là-haut, qui a été mis. Voilà. Et puis sinon, vous avez vu au niveau de la façade, on essaie de favoriser donc, des plantes grimpantes et la pleine terre le plus possible. Donc en diminuant le nombre de places de parc, on diminue aussi les sous-sols, donc ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, moi j'en ai une qui concerne, enfin, dans les projets que tu as montrés, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation en fait, hein, de recherche, ça a été évoqué sur à la fois l'intégration du vivant, le travail sur l'eau, des aspects extrêmement techniques d'ailleurs. À un moment donné, je me demandais, alors c'est un peu provoquant, je me dis, mais est-ce que c'est encore une architecture d'architecte? Avec en plus, voilà, tu as déjà répondu, une volonté finalement affirmée d'absence de signature quelque part. Je me dis, mais entre l'implication des habitants qui font les choix, où se trouve la place de l'architecte finalement? Et, voilà. Et pour toi, voilà, où on se situe, quoi, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de disparition finalement? Est-ce qu'il y a encore besoin d'architectes sur ce type de projet? Ça, c'est une première question. Et j'ai une deuxième question sur la façon, il y a déjà un retour d'expérience, j'imagine, ça a quelques années, les projets, la façon dont c'est vécu dans le temps. Est-ce que les habitants, est-ce qu'il y a une forme d'homogénéité culturelle finalement qui peut questionner et qui permet de vivre dans ce type d'habitat avec ces règles aussi imposées par les coopératives? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, alors c'est peut-être une question très franco-française, je ne sais pas, mais un risque par l'homogénéité culturelle peut-être, mais peut-être pas générée d'entre-soi, voilà. Et puis ma dernière question aussi, c'est sur ce type de... Est-ce qu'il y a des promoteurs ou l'équivalent de bailleurs sociaux, par exemple,
d'autres maîtres d'ouvrage, est-ce qu'ils arrivent à Genève à produire des projets qui vont aussi loin dans les résolutions environnementales? Ça fait 3 questions, ça fait peut-être beaucoup. Alors, donc la première, c'est la place de l'architecte. La deuxième, c'est l'homogénéité sociale. Et puis la troisième, oui. Alors, bon, déjà, pour la deuxième, l'homogénéité sociale, ça, c'est quelque chose, effectivement, il y a un petit côté bobo là-dedans, dans les coopératives. Mais les coopératives elles-mêmes, elles sont conscientes de ça. Et puis, elles vont mettre en œuvre des choses pour éviter ça. Et par exemple, à Soubeyran, il y a un appartement. Enfin, ils voulaient en mettre 2, enfin, de mettre un certain nombre d'appartements qui soient pour des réfugiés, par exemple. Donc, ça a été fait. Et puis aussi de créer aussi, alors quelque chose qui est aussi assez important, c'est une différenciation au niveau de l'âge, qui n'est pas que des jeunes, qui est aussi des personnes âgées. Donc ça a aussi été fait. Et puis c'est vrai que sur les exemples de coopératives qui datent d'il y a 20 ans, c'est une problématique, parce que c'était tous des jeunes, enfin de plus de 30-40 ans, c'était tous des jeunes il y a 30 ans, et puis maintenant c'est des personnes qui sont seules. Donc ils étaient jeunes, ils avaient des enfants, ils voulaient tous des grands appartements, puis maintenant ils sont tout seuls dans des très grands appartements, puis ils ne le quittent pas parce qu'il est trop bon marché en quelque sorte, ils ne pourraient pas trouver un équivalent. Donc là, ça c'est des cas, on les connaît, et puis les coopératives sont conscientes de ça. Pour éviter ça, elles prennent des stratégies effectivement pour éviter ça. Après, la couche sociale, elle est plutôt limitante vers le bas dans ce cas-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer dans un appartement de Soubeyran, comme c'est du loyer d'utilité publique, avec un salaire trop élevé. Donc il y a des gens qui étaient même très très limites, qui ont dû diminuer leur temps de travail pour pouvoir rentrer dans le barème, on va dire. Parce et puis c'est vraiment pas très haut. Voilà, donc ça tire plutôt vers le bas. Et puis ce qui se passe, c'est plutôt qu'on a maintenant on va dire toute la classe moyenne ou supérieure commence à voir justement les coopératives, puis se disent tiens, ça a l'air sympa, et puis ils aimeraient faire un petit peu la même chose, mais ils peuvent pas dans le cadre, disons, de logement d'utilité publique. Donc nous, ce qu'on fait, maintenant on a un projet qui part comme ça, enfin on en a un qu'on fait directement au bureau, puis il y en a d'autres qu'on suit, c'est des projets où les gens sont propriétaires de leur appartement. Donc c'est vraiment de la PPE, et c'est s'organise un peu comme une coopérative où en fait ils sont propriétaires mais ils ne peuvent pas spéculer. Mais dans le sens que... Bon, alors après, c'est chaque coopérative qui doit décider. Mais si vous permettez la spéculation, c'est-à-dire que vous achetez un appartement, 2 ans après, tu le revends 2 fois plus cher à quelqu'un, tu ne connais plus les personnes qui arrivent. Au bout d'un moment, ça va complètement... Donc, il y a tout qui va être cassé au niveau de la cohésion sociale. Donc, il y a des règles qui se mettent en place pour que, justement, les gens qui reviennent, ils soient acceptés par le groupe, et puis aussi que les prix, qu'il y ait un contrôle du prix. Ça, c'est un élément qui fait que tu vois, les classes plutôt au-dessus cherchent maintenant un peu à aller dans ce genre de direction, parce qu'ils peuvent s'offrir même des salles communes, enfin bénéficier un peu de ce genre d'offres, tout en vivant dans du logement collectif. À Genève, on est extrêmement limité au niveau du terrain, on ne peut plus s'étendre, donc il n'y a plus de terrain à construire quasiment. C'est une question d'ailleurs, le terrain, parce que quand on regarde ce qui se produit à Zurich, alors c'est encore d'autres contextes, oui, avec des grandes villes et des métropoles avec une pression foncière extrême. Donc le prix du terrain, j'imagine, est très très cher. Et sur Zurich, il y a donc une volonté, si je ne me trompe pas, politique, de réserver des terrains sous forme de bail, enfin un bail amphithéotique, on peut appeler ça comme ça, ou des bails de très très long terme où le terrain doit toujours rester propriété publique. Et est-ce qu'à Genève, c'est la même chose? C'est le même cas, ouais. C'est le même cas, parce qu'en fait, une coopérative, elle ne pourrait pas... oui, elle peut... Non, mais elle ne pourrait pas, quasiment pas. Enfin, il y a une grosse coopérative qui s'appelle la Kodak, a récemment acheté un terrain, mais pas directement à Genève, à Versoix. Mais c'est rare, quoi. C'est vraiment rare. Donc en fait, toutes ces coopératives, elles sont sur des terrains qui sont de propriété de l'État, où il y a effectivement un loyer qui est perçu sur 100 ans. D'accord. C'est 100 ans, quoi. Voilà. Ouais.
Voilà, c'est 100 ans. Mais après, il va être renouvelé, quoi. Mais c'est juste que l'étape ne va pas perdre son terrain, ce qui est une bonne chose. Après, pour la place de l'architecte, ben, si tu veux, d'une certaine manière, moi j'aime bien dire qu'on fait un peu, qu'on est un peu anti-design dans un certain sens, enfin qu'on ne met pas le design en avant. Moi personnellement, ça m'a toujours pas intéressé, ça m'a jamais intéressé. Quand j'étais jeune architecte, ça m'intéressait pas du tout, que ça soit toutes les questions formelles en fait, le formalisme de l'architecture qui était assez présent, encore plus présent à cette époque-là, en tout cas dans la fin période de postmodernisme et toutes ces choses-là. Je trouve que ça a amené pas grand-chose. Et puis je trouve que justement d'amener des questions d'écologie pour faire des choix formels, c'est assez intéressant. Par exemple, ben là, on est sur cette image-là, ben on doit réfléchir à faire des fenêtres avec des bottes de paille. Donc c'est quand même, il faut quand même le dessiner, il faut quand même prendre des décisions, mais on le fait avec avec les enjeux comme ça de l'écologie, et puis ça donne d'autres points d'accroche et d'autres points d'intérêt. Et puis moi ça me passionne beaucoup plus que ça soit voilà. Moi il y a des choses qui m'insupportent. Par exemple, on a beaucoup toutes ces façades en béton. En béton plaqué extérieur. En Suisse, on a beaucoup ça. Tout le monde fait la même chose, où on voit des expressions de dalles extérieures comme ça. Mais en fait, c'est pas des dalles, quoi. C'est juste des bouts de béton qui sont suspendus. C'est des façades suspendues, mais on fait croire que c'est des dalles qui traversent. Mais pour respecter comment dire, le thermique et puis avoir une enveloppe performante, on peut plus avoir des ponts de froid. Donc voilà. Donc et puis c'est tout du métal qui tient tout ça. Enfin ça devient un peu délirant. Enfin moi je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Alors si c'est ça, être architecte, ouais, non. Alors, merci pour cette réponse. Voilà, c'est bien un peu dans une école d'architecture de se dire où est notre place finalement, et est-ce qu'une approche telle que vous la faites, enfin, quelle esthétique ça génère, quoi. Quelle forme ça produit et quelle esthétique ça génère, effectivement, avec cette mise à distance et cette réponse que tu fais dans la Cité du Design, voilà, la ville de la Cité du Design à Saint-Étienne. Donc ça ouvre, voilà, des méditations, on va dire, ouais, sur d'autres places, quoi. Ou alors l'autre exemple, c'est les façades en bois. On voit beaucoup de façades avec un bardage bois, mais derrière c'est un mur béton. C'est un mur béton et puis voilà, c'est joli, c'est un bâtiment en bois. Nous, c'est le contraire. On aura une structure en bois avec de la paille, puis vous voyez de l'extérieur, on se dit mais où est la paille, où est on le voit pas en fait. C'est un crépi, mais par contre c'est un mur qui est perspirant. C'est ça qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un mur comme ça, il est extraordinaire. Vous avez de la terre à l'intérieur, toute l'humidité intérieure, il va traverser, et puis à l'extérieur, on aura un crépi à la chaux, qui aura un SD qui soit suffisamment petit pour que l'eau elle puisse migrer de l'intérieur vers l'extérieur et qu'elle soit jamais bloquée. Vous voyez, donc vous avez vraiment un mur qui va pouvoir absorber toute l'humidité intérieure. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper précieuses. Et à l'extérieur, c'est un crépi. Voilà, c'est un crépi. Et puis il y a des architectes qui s'offusquent parce que c'est une façade qui est non porteuse. Donc ça devrait normalement être exprimé par un bardage ou par quelque chose de léger. Ce serait ça l'expression de la façade non porteuse. Mais on l'aura pas, on aura un crépi. Et puis ce crépi, il est beaucoup plus juste en fait par rapport à ce mur-là. Mais il va le devenir. Il y a un moment donné où ça va s'imposer. Mais c'est un crépi pour la. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on parle bien d'architecture. On parle quand même d'architecture. On sait ce que c'est. Très, très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Une dernière? Non? Sinon, je vous propose de clore cette soirée. En tout cas, Michael, merci beaucoup d'être venu de Genève.